Vous me dites quand vous êtes OK. Ouais, Ouais, c'est bon. normalement l'enregistrement, voilà, c'est bon, l'enregistrement est lancé. Et tout le monde est là, c'est bon? OK, super. C'est qui part. Alors donc, bienvenue, hein. On va travailler du coup, donc la dernière fois on a vu le perceptron, donc c'est-à-dire un neurone finalement. Donc on a vu globalement mathématiquement comment il était défini. Ils sont pas tout le temps définis comme ça, mais disons que 99,9% du temps c'est comme ça. Il y a quelques exceptions qu'on pourra, ça servira à rien de les rencontrer, donc on va pas en parler au pire, faisons plus simple. Mais voilà, c'est toujours, c'est globalement quasiment toujours mathématiquement exprimé de la manière dont je vous l'ai présenté la première fois. Et donc là, on va voir concrètement ce qui peut se passer finalement, quand on combine plusieurs neurones pardon, entre eux. Donc ça peut donner quelque chose plutôt comme ça. Donc vous avez globalement les entrées à gauche, la sortie à droite. Il peut y avoir plusieurs sorties, il peut y avoir plusieurs entrées ou une seule entrée, hein. Donc généralement, il y a plusieurs entrées et c'est la sortie qui va différer. Et puis au milieu, vous avez ce qu'on appelle, alors ici c'est marqué neurones, mais en réalité c'est ce qu'on appelle le réseau, le réseau caché, la couche cachée en fait. Donc hidden layer, vous allez retrouver en anglais très souvent. Et donc en fait, c'est là-dedans que vous aurez toute la partie entre guillemets deep learning, si on peut dire comme ça, toute la partie euh, intelligente de votre système. Ok? Les entrées, ça va être par exemple, si vous travaillez sur une image, les deux neurones d'entrée vont focus sur certaines zones de l'image, donc récupérer les pixels de l'image. Si vous êtes, comme j'avais pris comme exemple la dernière fois aussi, je sais pas, dans l'étude immobilière, voilà, prédire le prix d'un appartement, bah, on pourrait imaginer que l'un d'entre eux serait je sais pas, la taille de l'appartement et l'autre serait la localisation de l'appartement. OK? Et en sortie, vous auriez le prix qui serait retourné. Et au milieu, vous avez une couche. En l'occurrence, il y en a une, là, dans l'exemple que je montre, qui est presque le plus simple réseau de neurones qu'on puisse créer, mais on pourrait en avoir plusieurs. On pourrait en avoir des plus grandes, des plus petites. Bon, des plus petites, c'est rarement le cas, mais des plus grandes, c'est très très souvent le cas. Donc, c'est-à-dire avec plus de neurones, et à chaque fois, c'est représenté par layer. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il y a 3 layers, et un layer communique avec le suivant, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de... Enfin, peut y avoir, mais encore une fois, pour l'instant, restons dans un cas simple, il n'y a pas de communication entre le premier layer et le troisième layer. Enfin, pas de communication directe. On passe par le layer du milieu, le layer caché, enfin le hidden layer. Juste ce que tu avais le layer, c'est les percétrons là. Et... Alors, tiens, est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Ouais, Ok, ça c'est un layer. Ok, faut ok. imaginer que, tu vois, c'est tout, si tu veux, ils sont représentés verticalement, c'est un layer finalement. Euh, Juste après, on va parler par exemple de réseaux de convolution, de choses comme ça. Et ben en fait, on aura ce qu'on appelle un réseau de convolution, finalement, c'est un layer. Et après, on peut en enchaîner plusieurs réseaux de convolution, donc plusieurs layers. OK? Tout ça, on rentrera plus en détail peut-être mais plutôt dans des applications concrètes, parce que il y a 40 000, en fait, la partie du milieu, c'est la partie logique, et elle va être adaptée aux problèmes qu'on a à résoudre. Tu vas pas avoir la même architecture, entre guillemets, neuronale, on va dire, la même architecture de machine learning ou deep learning, selon si tu dois résoudre un problème de régression linéaire, donc c'est-à-dire prédire le prix par exemple d'un appartement, ou de classification, être capable de dire si sur l'image il y a un chat, un chien, un cheval, ce que tu veux. Tu vois, tu n'auras pas la même architecture. Il y en a un pour lequel tu fais du traitement d'image, donc pour lequel tu analyses des pixels d'image, pour simplifier la chose, et tu en as un autre pour lequel tu fais du traitement de données, du lien entre des données qui ne sont pas forcément définies. Tu vois, ça va être la localisation et un prix, par exemple, dans le cas de l'immobilier. Dans le cas de la bourse, ça va être encore d'autres choses. Pour le coup, je peux peut-être pas trop rentrer en détail, je suis pas un expert en bourse. Mais voilà, c'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, l'architecture du milieu, finalement, c'est ce qui va dépendre de du système global qu'on cherche à résoudre. Ok, et donc en fait, ton Euh, layer, enfin tes layers, tu peux en avoir plusieurs, et est-ce que genre les entrées, enfin c'est chaque colonne en fait un layer, c'est ça? ouais, c'est ça. Sur le Ok, schéma, c'est ça. ok. Si tu veux, après, je te montre carrément. Bah, attends, je peux même le faire maintenant, limite. C'est quoi? Hop. Hop là. Alors, je vais te montrer du code. C'est un peu abstrait si tu veux, parce que tu vas pas forcément tout comprendre. Mais tu vois là,
par exemple, donc c'est bon, on s'en fiche de ce pourquoi c'est fait, ok. Là, tu as un layer avec 64 neurones, un second avec 128 neurones, un autre avec 256. Enfin, c'est pas des neurones, mais Ok, tu vois ce que je veux d'accord. dire? C'est la taille du Ok. layer. Et tu vois, comment dire? Tu insères un après l'autre, en fait, une série de layers. La dernière fois, tu te rappelles, alors bah, t'étais pas là, mais tu as vu la rediff, du coup, Ouais. on parlait de fonction d'activation. Ouais. Ok. Bah là, tu vois, ça, c'est la fonction d'activation. Donc, l'IQ-ReLU, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une fonction d'activation. Ok. Ici, tu as une dernière convolution, puis là, tu as une normalisation. Ben, tu vois, c'est des choses que en soi, tu peux comprendre. Et puis à la fin, on renvoie une sigmoïde, c'est une fonction d'activation qui met entre, je sais jamais si c'est entre 0 et 1 ou -1 et 1. J'ai toujours un doute, mais bref. Et qui renvoie du coup un résultat centré entre 0 et 1, si je me rappelle bien. Bref, ça c'est juste Ok. pour l'exemple que tu comprennes. Donc tu vois, là-dessus, ça voudrait dire, si je reprends ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, disons 6 layers, enfin ça c'est le layer de sortie. Donc on aurait 5 layers au milieu, et le layer de sortie qui serait en fait celui-là avec plusieurs neurones. Ok, ça Ok. marche. Merci. Petite En question tout... aussi. Ouais, Est-ce pardon. que chaque entrée communique forcément avec tous les neurones du milieu, enfin tous les hidden layers? Oui, enfin généralement oui. Ok. Il n'y a pas une entrée qui va communiquer avec deux, une autre qui va communiquer avec trois ou quatre autres Alors, je pense pas. ok. Honnêtement, je pense pas. Mais il y a tellement de. Comment, tu sais, c'est encore en développement. Enfin, il y a encore plein de choses qui continuent de s'améliorer. Donc, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues et qui maintenant se font à Ok, ce ça niveau. marche. Donc c'est plutôt ouais, chaque entrée communique avec tout et puis. C'est ça. Bah, moi, tu vois, par exemple, pendant mon stage, j'avais fait un peu d'IA. Et bah, si tu te rappelles la formation sur le perceptron, je vous avais dit bah, concrètement, le perceptron, il est défini par telle fonction d'activation et tout. OK? Et Ouais. en arrivant là-bas, moi, je pensais qu'il y avait que ça. En l'occurrence, il y a quasiment que ça qui est utilisé. Mais il y a un mec de mon entreprise de l'entreprise où j'étais, qui bossait sur la création de ce qu'on appelle des RNN. Alors, il y a RNN en IA, c'est Recurrent Neural Network. Mais là, c'est pas ça. C'était Random Neural Networks. Et en gros, le principe, c'était de dire que concrètement, le perceptron était défini par une valeur, par une fonction aléatoire, globalement. Donc, il remettait, en fait, il recréait complètement le principe de l'IA, entre guillemets, enfin, du machine learning. D'accord. Ok, Tu ouais. vois. Donc, ça évolue parce qu'il y a des gens qui proposent des nouvelles choses à chaque fois selon des applications. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas te dire enfin, je préfère ne pas te laisser chercher, entre guillemets, et ne pas te dire de conneries plutôt que de te dire quelque chose et que ce soit potentiellement faux. Ça marche. Nickel. Et du coup, Ouais, si pardon. tu disais que, en gros, le perceptron, il avait besoin d'une valeur et qu'en gros, cette valeur, elle avait un certain poids, compris entre Ouais, 0 et 1, là. Mais du coup, ouais. si là, enfin, tes premiers neurones en entrée, ils te ressortent qu'une valeur, comment les autres neurones, ils font pour savoir, enfin, quel est le poids de toutes ces valeurs, sans communiquer entre eux? Enfin, ils peuvent pas savoir quel est le rapport de toutes les valeurs et... Alors, merde, on voit ma souris, c'est bon. Ce neurone-là, par exemple, il va prendre, disons que chacun prend une entrée. Le prix de l'appart, pardon, pas le prix, disons la taille de l'appartement et la localisation. Disons que l'importance qu'on initialise à 0,5 et 0,5 les poids, c'est-à-dire qu'on estime finalement que la taille de l'appartement est aussi importante que la localisation de l'appartement, ok? On va Ok, renvoyer un entier X qui va peut-être correspondre au prix qu'on aura cherché à normaliser pour avoir des valeurs plus simples. Donc on aura pris le prix maximum qu'on puisse retrouver et le prix minimum qu'on va retrouver et après on fait une normalisation. Et puis la localisation, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais il y a des méthodes certainement, tu vois, il faut juste gratter un peu. Bon là, on s'en fiche, entre guillemets. Ok, oui. il va renvoyer une autre valeur, un nombre entier, admettons. Ok. Donc on va faire la fonction qu'on avait dit, tu te rappelles, le prix fois le poids, enfin pardon, la taille fois le poids en l'occurrence, tu vois. Et on va retourner une sortie après la fonction d'activation qui va correspondre, je sais pas, par exemple à une sigmoïde ou à une fonction d'activation comme ReLU, peu importe, ok. Et cette valeur, elle va être en entrée de tous les neurones, entre guillemets, du layer, du hidden layer, ok. Et pareil ici. Est-ce que je suis clair ou pas? Et Est-ce que là donc je en t'ai gros, perdu?
que le premier neurone, il reçoit un peu des données brutes non traitées, et le deuxième layer, il reçoit directement une fonction, en fait. Le deuxième layer, il reçoit une valeur, une entrée. C'est un neurone aussi, il reçoit pareil, il reçoit un nombre réel avec une certaine importance. Ok, il Donc, reçoit juste un nombre réel qui dépend du coup du résultat du poids fois la valeur de la exactement. fonction. Ok, d'accord. Et ensuite, ils vont chacun être initialisés. Regarde, admettons, là, il y en a 5. Ils vont chacun être initialisés avec un poids de 0,2. Donc, ils valent tous autant. Bon, ça n'apporte rien, hein, parce que s'ils sont tous avec un poids de 0,2, ils reçoivent tous la même valeur. Ils vont tous te retourner la même valeur. Donc, ça va rien faire finalement. Ok. On pourrait le supprimer en l'occurrence. Ça te paraît logique, ça, déjà, ce que je dis ou pas? Oui, oui. Ok. Et du coup, en sortie, on va avoir un prix. Peut-être qu'il sera bon. Il correspondra au prix qu'on espérait avoir. Ou alors peut-être qu'il sera faux. À partir du moment où il sera faux, eh ben, on aura une fonction, on va en parler après, fonction d'erreur, qui va nous dire de combien est l'erreur. Typiquement, il y a une fonction d'erreur basique pour ce genre d'application qui est la moyenne de la mean square root, c'est moyenne des carrés des erreurs, quoi, de l'erreur quadratique, pardon. Putain. Euh, Et du coup, donc tu fais la moyenne de l'erreur quadratique, donc c'est-à-dire en fait, tu prends par exemple le prix qui a été donné moins le prix qui a été estimé, tout ça au carré, tu mets quand tu fais les moyennes, et puis ensuite ça te permet de dire de combien entre guillemets tu t'es trompé à chaque fois. Et après, tu as ce qui s'appelle un système de descente de gradient, backpropagation, tout ça, on en parlera, hein, et qui vous permet ensuite de redimensionner les poids, c'est-à-dire de répartir les poids d'une certaine manière pour que potentiellement, ici, le résultat soit plus proche de la vérité. Là, je suis Ok, rentré un peu plus loin, mais vous inquiétez pas, ça vous paraîtra peut-être plus logique un peu plus tard aussi. en gros, au début, tu mets un peu des valeurs genre initialisées de base, et après, en fonction de si le truc est proche de ce qu'il voulait obtenir, il calcule l'erreur et il réadapte les poids pour se rapprocher de l'erreur, quoi. Exactement. De la- Alors ça, on part sur du basique, hein, parce qu'après, il y a certaines autres manières de faire. Donc, te dis pas que c'est ça tout le temps. Mais on va dire que dans un système basique, c'est ça. Ensuite, enfin, malgré tout, tu vois, ce sera pas à toi d'initialiser les poids. Parce que tu imagines bien, tu as vu toutes les connexions qu'il y a là déjà pour 2, 7, 8 neurones. Ouais. Si tu dois faire ça pour, je sais pas, 10 000 neurones interconnectés, ouais, t'as un petit mois de travail, peut-être 2 mois, à initialiser des poids. Donc, tu as les fonctions qui le font directement, bien sûr. Mais comment? Donc, tu te poses pas cette question-là au début. Moi, c'est juste là pour que vous compreniez. Tu vois, je mets des valeurs, en fait, mais en réalité, elles sont initialisées par défaut avec des valeurs. C'est OK Ok, ou pas pour tout le monde? ouais, merci. Donc, ici, moi, je vais vous parler d'un truc plus précis parce que sinon, l'IA, il y en a dans tous les sens. Parler de réseau convolutif. Ceux qui sont en I1, I2 ont peut-être déjà entendu parler de convolution en traitement d'image ou de choses comme ça. Ceux qui n'y sont pas, peut-être en ont quand même entendu parler à côté. La convolution, en fait, c'est un procédé de traitement d'image qui permet finalement de réduire le nombre de pixels de l'image tout en perdant, entre guillemets, un minimum de qualité. Euh, Ça marche comment? Alors, je vais essayer d'expliquer ça, je vais prendre le temps. Dans l'exemple ici, donc c'est une image du dataset MNIST. On va sûrement l'utiliser une prochaine fois, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec. Donc c'est des images, globalement, toutes les images font 28 par 28 pixels. Donc vous avez l'échelle, si je vous montre ici, là, 28 par 28 pixels. Et puis ça, c'est juste, vous voyez, l'image, elle n'est pas en couleur, elle est en nuance de gris. Alors ici, on voit que c'est une botte, on le voit très peu parce que forcément, l'image étant 28 par 28 pixels, il y a très peu de détails, hein, c'est normal. C'est volontaire, c'est juste pour commencer. Après, on pourra traiter des images beaucoup plus importantes. Et donc là, on travaille en nuance de gris. Donc, on a déjà fait une partie, entre guillemets, du pré-traitement, c'est-à-dire on est passé de rouge, vert, bleu à nuance de gris, quoi. Et donc, en fait, l'idée de la convolution, c'est de dire, bah, je vais prendre une matrice, je vais définir une matrice de convolution. Je sais pas, par exemple, une 3 par 3 en l'occurrence. Donc ça, c'est la matrice de convolution qu'on appelle aussi un filtre. OK? Je vais mettre des valeurs dedans. Alors, les
valeurs, on verra comment on les choisit, je vous explique après. Ici, on va prendre ces valeurs-là, ok. Et je vais parcourir toute l'image avec cette matrice-là. C'est-à-dire que cette image-là, elle va scanner toute l'image. Donc, elle va prendre au début du pixel 0 au pixel 2 en X et Y. Et puis, elle va regarder. Elle va avoir, du coup, vu que c'est que du blanc, elle aura 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ici. Tu vois, une matrice 3 par 3 en 0, parce qu'ici, on voit bien que c'est que du blanc. Et puis, elle va multiplier chacune des valeurs par celle de la matrice, en l'occurrence. Donc, elle va faire 0 fois moins 1, donc 0, hein, 0 fois 64, non, pardon, 0 fois 0, 0, 0 fois moins 2, 0, etc. Bon, il n'y aura que des 0, ça ne bougera pas, ok, donc c'est pas intéressant de travailler ici. Mais à un moment, quand on va arriver sur l'image, on va arriver par exemple dans cette zone-là, ok. Et cette zone-là, on voit que déjà, là, il y a des pixels qui ont des couleurs un peu différentes. Bon, ça correspond à cette matrice-là, donc le travail a déjà été fait. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 0 fois moins 1, 0, 64 fois 0, 0, 128 fois moins 2, moins 256, bon, etc. On va avoir certaines valeurs. Et puis, ça va nous permettre de créer finalement cette nouvelle matrice. Et ensuite, je vais vite fait switch pour vous montrer. On va appliquer ce qu'on appelle le pooling sur ça. Donc, c'est-à-dire que cette matrice qu'on aura créée, cette nouvelle matrice qu'on aura créée, on va lui appliquer un pooling. C'est-à-dire qu'on va extraire de la matrice, donc la matrice 3 par 3 qu'on a créée ici, on va extraire soit le pixel maximum, donc dans ce cas-là, on applique un max pooling, soit la moyenne de tous les pixels, c'est-à-dire on fait la moyenne entre 0, 64, 128, etc. Enfin, les 9 éléments. On fait la moyenne de ces 9 éléments, et ces 9 pixels vont se transformer en un seul pixel qui vaudra, selon le pooling qu'on prend, soit 226, soit la moyenne de ça, que j'ai pas calculé, mais bon, sans intérêt. Ok? Donc ça va permettre de réduire l'image tout en gardant un certain degré de précision. C'est-à-dire qu'on aura quand même de l'information. Alors sur une image comme ça, 28 par 28, où l'image est déjà de très mauvaise qualité, ça n'a pas de grand intérêt de faire ce genre d'exercice de pré-traitement parce que on perd toute la qualité finalement. Mais dans certains cas, c'est très intéressant. Sur de réelles images, c'est très intéressant. Et vous imaginez bien, quand on prend une matrice 3 par 3, ça veut dire qu'on divise par 3 ici et par 3 ici le nombre de pixels. Donc on divise au total par 9 le nombre de pixels de l'image. Donc on divise également par 9 le nombre d'opérations qu'on fera ensuite. Et quand le nombre d'opérations il se compte en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, peut-être millions, on commence à être content de diviser par 9 ce nombre-là. Est-ce que c'est clair déjà ça ou pas? Je vais revenir Oui, sur le pooling. mais j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'on utilise par exemple pour faire du JPEG? Enfin, pour compresser une image ou quelque chose comme ça? Alors pour compresser une image, ouais. Alors pour le JPEG, je sais pas si c'est exactement ça. Je sais pas si c'est exactement ça pour le JPEG. Mais oui, c'est des méthodes de compression d'image, effectivement. C'est-à-dire que la convolution, c'est utilisé en IA, mais c'est utilisé dans plein d'autres choses. Ok, ok. T'en verras, t'es en quelle promo, toi? Je suis en I1. Et tu vas le voir cette année. Ouais, ok. Bah, déjà, ce matin, on a commencé à parler de convolution là, dans traitement de l'image. Et voilà, ça va te tomber dessus. Tu vas voir. Donc là, tu as un avantage. Déjà, tu vas commencer t'auras un petit peu d'avance du coup là-dessus. Mais donc, ouais, la convolution, c'est un truc extrêmement puissant pour le traitement d'image. Pas que d'ailleurs, mais énormément en traitement d'image. Enfin, aujourd'hui, la plupart des traitements d'image passent par de la convolution, quasiment. Et du coup, nous, on fait du traitement d'image, c'est pour nous réduire le nombre d'opérations parce que une image entière, quand vous avez une image, je sais pas, 1028 par 720, je sais pas si c'est les formats standards ou pas, mais 1028 par 720, disons, en pixels, déjà, c'est 3 matrices parce que vous avez R, G et B. Donc, vous travaillez en nuances de gris, déjà, vous divisez par 3 le nombre d'opérations. Ensuite, vous réduisez par une matrice, je sais pas, ici, ils ont pris une matrice 3 par 3, on pourrait imaginer prendre une matrice 4 par 4, 5 par 5, 6 par 6. Je sais pas, faut pas prendre trop gros non plus parce que sinon on perd trop d'informations. Mais admettons qu'on prenne une matrice 4 par 4, déjà on réduit par 16 le nombre d'opérations. Et vous voyez qu'en faisant tous ces algorithmes de pré-traitement, eh bien, on comble ce problème qu'on a souvent avec les ordinateurs qui sont, à une certaine limite, plus capables de faire certains exercices de traitement d'image. Enfin, oui, de traitement d'image. Alors, j'ai juste une petite question. Moi, j'ai pas très bien compris à quoi servait la matrice de convolution, enfin la filtreur.
Pourquoi est-ce qu'on multiplie les valeurs par cette matrice? Enfin, ça sert à quoi en fait? Alors, ici, c'est des valeurs aléatoires qu'ils ont prises. OK. Ouais. Ici, donc justement, c'est très bien, ça va faire la suite du coup. Ici, on a ce qu'on appelle le filtre de Sobel. On s'en fiche un peu du nom, moi c'est juste pour votre information parce que je trouve ça toujours plus cool d'avoir le nom qui va avec. Ça vous permet aussi de le retrouver facilement. Filtre de Sobel, par exemple, c'est le principe de ce filtre-là. Il est en fait de permettre d'isoler les lignes horizontales ou verticales d'une image. C'est-à-dire que j'aurais peut-être dû vous mettre un exemple. J'aurais peut-être dû vous mettre un exemple en image. Je vous montrerai juste après au pire exactement ce que ça fait. Mais concrètement, sur une image, vous allez avoir, je ne sais pas si vous avez une route derrière un paysage, derrière une rivière, et ben ça va délimiter pardon, toutes ces lignes-là, parce que ce sont des lignes entre guillemets horizontales. En utilisant cette matrice-là, vous pourrez, a priori, délimiter toutes ces lignes horizontales. À l'inverse, je vous montrerai une image par exemple qui est très parlante là-dessus. Euh, Dans le cas, par exemple, vous savez, il y a des escaliers, vous avez des espèces de barres verticales qui permettent de maintenir la rambarde. Je ne sais pas si vous voyez. Typiquement, si vous avez cette image-là et que vous appliquez un filtre de Sobel donc, pour isoler les lignes verticales, et ben, vous verrez extrêmement bien ces détails-là. Je vous montrerai sur des images plus pertinemment ce que ça fait. Mais du coup, ça permet, en perdant énormément d'informations sur l'image, de garder juste ces informations-là, donc les tracés, entre guillemets, qui délimitent les contours de beaucoup d'images. Et en termes d'économie de calcul, c'est démentiel ce que ça permet de faire. Et ton filtre, donc, tu l'appliques avant de faire ensuite la moyenne ou prendre le maximum de pixels gris. Ouais, Ok. exactement. En fait, cette matrice-là, c'est une matrice exemple, juste pour expliquer finalement ce qu'on fait. Les filtres de Sobel, c'est quelque chose qui est très utilisé, mais ce ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres. Ça, encore une fois, chaque étape qu'on voit à chaque fois, c'est pas des étapes qui seront forcément vraies. Ça va toujours très souvent dépendre du contexte. Et c'est ce Ok. qui est un peu dur aussi dans l'IA et dans ces trucs-là, c'est que parfois on ne sait pas si ce qu'on fait est pertinent ou est-ce que ce qu'on fait va nous mener à quelque chose de concluant. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre ce qu'on fait et de pas juste apprendre les fonctions entre guillemets par cœur ou tu vois et juste juste apprendre les fonctions et le code et ne pas comprendre la théorie derrière parce que parfois ça te bloque. Et tu vois, même moi, il y a des trucs parfois que je comprends pas et du coup, bah, je vais regarder. Enfin, voilà. Même là-dedans, tu vois, quand j'ai refait ça, il y avait des trucs où je me rappelais plus, tu vois, le filtre de Sobel, moi, j'ai dû aller vérifier parce que je savais plus comment ça marchait exactement. Ok, ça marche, merci. Et du coup, donc en gros, oui, donc on fait le filtre de Sobel, donc ça c'est juste pour ici, ça n'aurait pas forcément d'intérêt, mais admettons. Et puis ensuite, ce qu'on fait, on fait un pooling, du coup, c'est juste pour garder un seul pixel au lieu de 9. Et donc, on pourrait penser d'ailleurs que le plus rentable, c'est de garder la moyenne, donc de faire la moyenne de tous ces pixels finalement. En réalité, la méthode la plus utilisée, c'est le max pooling, parce que ça crée plus de dégradés, entre guillemets, plus de nuances entre les non-informations, parce que ici c'est zéro partout, et les endroits où il y a de l'information. Bon, ça, c'est un peu plus. Enfin, ça change pas non plus énormément. Puis ça limite aussi le nombre de calculs, parce que calculer une moyenne, ça fait pas mal d'opérations. Donc ça, c'est bon, c'est entre guillemets sans intérêt. C'est juste pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler en code. Alors, vous aurez jamais ça à coder, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, ça, tout ça, ça correspond finalement à ça, par exemple, ou à ça, plus ou moins. OK? Là, vous avez une fonction qui est équivalente à tout ça. Donc ça, vous aurez jamais à le coder. C'est juste pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler concrètement. Donc là, vous avez votre filtre. Donc vous voyez, donc là, c'est le filtre de Sobel, hein, quand on regarde. -1, -2, -1. Pardon. -1, -1, -2, -1. OK. 0, 0, 0, 1, 2, 1. 0, 0, 0, 1, 2, 1. Donc là, on isole les lignes verticales. Ensuite, on parcourt tous les pixels de l'image. Et puis, on implémente à chaque fois les pixels de sortie. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, on applique cette matrice et on remplace le pixel par le pixel après pooling, enfin après convolution.
Ok, on fait ça sur tous les pixels. Puis ensuite, on retourne la nouvelle image. I, c'est l'image en question. Ok, I, I. Puis I, c'est la nouvelle image, l'image qu'on a générée après convolution. Ok, bon, ça, on s'en fiche un peu, vous n'aurez jamais à le faire. C'est juste pour que vous puissiez visualiser. Et donc, le pooling, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, je n'ai pas besoin de réexpliquer le pooling, c'est assez évident, enfin, c'est assez clair, je veux dire. Là, par exemple, ici, j'utilise un max pooling. Hein. On prend cette partie de la matrice, donc on a appliqué une convolution. Ok. Donc, la matrice de convolution, c'est 2 par 2. Enfin, elle est de taille 2, 2. Ok. On a pris des valeurs a priori 1, 1, 1 dans cette matrice, enfin 1, 1, 1, 1. Ici, on applique après un max pooling. Paf, on retourne. Ensuite, on prend celle-ci, elle arrive là. On prend la plus grande, 144, on retourne. Ici, pareil, etc., etc. C'est assez basique, on est d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de complexe là-dedans. Ouais, tout va bien. Ok. Et puis pareil, donc vous avez l'équivalent en code. Bon, pareil. Ça, vous n'avez pas besoin de l'apprendre, c'est directement. Non, ici, moi, j'ai carrément utilisé conf2d, donc c'est carrément inclus dedans. C'est-à-dire que je l'écris même pas, c'est-à-dire que c'est déjà inclus dans la fonction conf, donc on s'en fiche. Donc voilà, ça c'est juste, bon, encore une fois, je vous le montre, mais j'aurais peut-être même pas dû, parce que ça n'apporte pas grand-chose, c'est plus pour que vous puissiez, enfin, si c'est au cas où ça vous intéresse, mais vous aurez jamais à le faire. Bah oui, c'est la fin. J'ai pas parlé de tout ce qui est descente de gradient, backpropagation et tout ça. Parce que j'avoue que je sais pas encore comment je vais faire pour expliquer. C'est pas ultra complexe, mais assez, c'est un peu plus costaud, c'est un peu plus mathématique. Il y a un peu plus de fonctions, dérivées secondes, hein, on parle de gradient. Donc voilà, il y a un peu plus de travail, mais je pense que ça sera important d'expliquer ça. Donc préparez-vous la prochaine fois à avoir un peu de ça. Et puis prochaine fois, je pense qu'on fera une courte séance, mais que sur ça. Et après, on fera du code. Ok, ok. Ok, super. Tiens, dis-moi, Sébastien, il y a un truc que j'ai pas trop compris. Ouais. C'est pourquoi est-ce que quand on fait comme ça, là, on récupère les pixels, pourquoi est-ce qu'on récupère les pixels les plus sombres en fait? Pourquoi les valeurs les plus élevées? Parce que ça crée un plus gros, entre guillemets, dégradé entre les couleurs inutiles, enfin, les couleurs moins sombres et plus sombres. Si tu veux, quand tu travailles en. Tiens, attends. Quand tu travailles en nuance de gris, pardon. Tu vois, 0, ça correspond au blanc. Ouais. Ok. Et noir, c'est 255. Sachant que tu es en nuance de gris, donc c'est-à-dire que plus il y a de l'information à un endroit, en fait, plus c'est blanc, moins il y a d'information dans le sens où le blanc correspond pas au blanc sur une image couleur, ok? Et le noir ne correspond pas au noir sur une image couleur. Donc en fait, le noir, c'est les couleurs les plus... euh, comment dire? Vous avez pas vu encore les chrominances? Non, pas en bientôt là, au mois de février. Ok. Mais je Alors, crois que je bon, vois ce que tu veux dire. Je crois que je vois ce que tu veux dire. C'est qu'il faut pas ouais, raisonner comme en image colorée. Il faut c'est ça. imaginer que si c'est du noir, en gros, c'est qu'il y a, il y a de la matière, il y a quelque chose. Et si c'est blanc, c'est que, entre guillemets, c'est pas Ouais, très important. on va dire ça. C'est pas exactement ça, mais en vrai, pour comprendre, part de ce principe-là. Et ouais. Et de toute façon, tu vas voir cette année en traitement d'image, surtout si vous venez de commencer convolution et tout ça, vous allez le voir, les histoires de chrominance. Quand on vous parlera de chrominance et enfin, tu peux parler de nuance de gris, c'est exactement la même chose. Ok, ok. Ça marche. Merci. Et du coup, oui, ce que je te disais, on peut prendre aussi la moyenne, mais c'est plus de calcul de prendre la moyenne. Et puis c'est pour un résultat qui n'est pas qui n'a pas autant de plus-value que que ce que ça demande en calcul. C'est pas si rentable que ça de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, est-ce que la première partie de la formation là, avec les hidden layers et tout, ça avait un rapport avec la deuxième partie ou c'est deux choses séparées? La pr- Ah, alors bah si tu veux, alors oui, parce que si tu veux, dans tes hidden layers,
tu pourrais avoir une convolution, par exemple. D'accord. Ok. Tu peux aussi en avoir en entrée potentiellement, mais on va dire surtout, enfin, c'est souvent là. Ok, ça marche. En fait, moi, j'ai surtout voulu focus sur les réseaux de convolution parce que, tu vois, je pourrais parler des réseaux récurrents, RNN, mais ça nous servira pas. C'est plus typiquement pour prédire des mots dans une phrase, des mots à venir dans une phrase, donc analyser le contexte, etc. Donc, tu bases ta prédiction sur les prédictions précédentes, etc. Mais bon, nous, on l'utilisera a priori pas. Alors, forcément, si on a le temps, moi, je suis grave chaud de le faire parce qu'en vrai, c'est super cool. Mais c'est vrai que dans le cadre de EzoDrone, en tout cas, on le fait pas forcément. Mais le but, c'est pas forcément non plus de rester dans EzoDrone. Et puis les RNN, ça peut être utilisé dans d'autres choses. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais tu vois, ça va toujours dépendre. T'as du. Bah là, tu vois, par exemple, moi, ce que je fais ici, pardon, ce que je fais là, bon, ça, c'est un GAN, c'est encore autre chose. Donc là, c'est deux réseaux de neurones. Enfin, c'est deux modèles, en fait, un discriminateur et un générateur qui est là. Et donc, bon, ça, c'est juste pour générer en fait des images de zéro. Et donc là, tu vois, typiquement, tu as un réseau de convolution et un réseau de déconvolution. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais moi, enfin, pour le coup, ça, je savais pas ce que c'était la déconvolution. Donc, j'ai découvert en apprenant, enfin, en essayant de le faire pour mon projet, quoi. Et puis voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que déconvolution, mais du coup, c'est l'opération inverse ou c'est. Ouais, en gros. En gros. En Ouais, gros. un peu C'est pas compliqué. vraiment l'opération inverse, c'est. Comment dire? Enfin, ouais, si. Ouais, c'est compliqué, quoi. Non, mais en vrai, je ne saurais même pas expliquer. Euh, En fait, pour analyser une image, tu utilises la convolution. Donc, disons que pour générer une image, tu fais le raisonnement un peu inverse, c'est-à-dire que tu utilises la déconvolution. Ok, Enfin, c'est pas pour générer une image, mais euh, c'est même pas une déconvolution, en fait, c'est plus une transposée de la convolution. tac. Ok. Et du coup, quand tu dis que tu fais une convolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu changes ta fonction là? Tu veux dire ici? Bah, enfin, si on fait le lien ouais, avec la première partie, ça veut dire que en gros ta matrice c'est ta donnée qui arrive. Et ensuite, En fait, tu appliques un filtre à l'image. En fait, une convolution, c'est un peu un filtre que tu appliques sur une image par région de pixels. C'est-à-dire que tu vois, par toutes les 3 pixels, enfin tous les 3 sur 3 pixels, tu as une convolution qui est appliquée, qui permet de filtrer l'image, c'est-à-dire de changer peut-être légèrement la couleur ou etc. Tu vois, parfois même énormément, et qui te permet de récupérer des informations que tu as aussi sur l'image de base, mais que tu peux quand même avoir sur une image qui est beaucoup moins grande, beaucoup moins importante, tu vois. oui, C'est-à-dire ok. qu'au lieu de travailler sur une image de 28 par 28, tu vas travailler sur une image 3 fois plus petite, enfin 9 fois plus petite, potentiellement. Ouais, ouais, mais je voulais dire plutôt, genre si tu reviens sur la diapo avec les layers là, en gros c'est comme si, Ça, enfin, est-ce que ta matrice c'est, t'envoies par exemple une matrice à un neurone de base ou t'envoies un chiffre et c'est plusieurs neurones qui constituent la matrice. alors attends, tu veux dire ici, en gros, est-ce que par exemple ce neurone-là, on voit ici, Si tu je sais pas, voulais je sais pas faire, si on a compris. si tu voulais faire une fonction comme ça là, à partir de ce réseau de neurones là, enfin, Ouais. comment tu mets ça en place? Alors, bon, on ferait pas forcément comme ça, mais admettons. Euh, Ce neurone-là, disons qu'ici, il n'y a qu'une seule entrée, par exemple, ok, pour simplifier, parce que ça servirait pas à grand-chose ici d'en avoir deux. Soit il en faudrait plus, soit il en faudrait un seul, on va dire, mais ok. Tu as un seul neurone en entrée, ok, et il va scanner un par un les pixels de l'image, ok, ou il va récupérer carrément l'image, admettons, en entrée. Et puis eux, leur travail, ça va être d'appliquer une convolution, ok. Ok, donc ça veut dire que chaque en gros neurone s'occupe d'une partie de l'image et En fait, il y aura le neurone en lui-même, il fait pas la convolution. C'est pas lui qui fait la convolution.
c'est que entre les deux ici, tu as une convolution qui est faite, et lui, il va analyser l'image convoluée. Je sais pas si on dit comme ça, pardon. Du coup, ça veut dire que ça dépend bien de la fonction de sortie de ton premier neurone, là. Ouais, en l'occurrence, oui. Ok, donc en gros, si tu veux faire une convolution, il faut choisir la bonne fonction de sortie. Non? Ah bah ici, t'es pas obligé d'avoir une fonction. Ça peut être juste une entrée qui rentre, mais c'est parce que je te dis, l'architecture n'est pas la bonne ici. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, c'est une architecture entre guillemets basique juste pour montrer à quoi peut ressembler un réseau de neurones. Mais tu vois, ici, ça peut très bien être juste une image en entrée qui est analysée par plusieurs neurones, entre guillemets, et auquel on applique une convolution. Ouais, ok. Bon, c'est un peu compliqué en vrai, mais... Ouais, non, mais j'avoue que c'est ultra compliqué et je pense vraiment, en plus de ce qu'on fait là, vraiment, c'est essayer de regarder aussi des vidéos de mecs qui expliquent, parce que franchement, bah, ils expliquent déjà 1000 fois mieux que moi. Ils connaissent aussi 1000 fois mieux que moi. Et franchement, il y a enfin, je pourrais vous renvoyer aussi des vidéos de mecs qui expliquent. C'est ultra bien expliqué et enfin, c'est super bien fait. Ils ont des bons schémas aussi dynamiques et tout. Enfin, tu sais, ils font des belles présentations, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à comprendre et à suivre. Là, tu vois, moi, j'essaie de te montrer avec ma souris, mais c'est pas forcément évident. Mais ouais, si tu veux, en vrai, je vais te trouver ça pour ce soir. Une vidéo pas trop longue où il y a un mec qui va t'expliquer clairement comment c'est fait avec des bons schémas et tout, comme ça que j'ai appris en fait moi. Et ultra bien fait. Ouais, bah vas-y, chaud. Mais déjà, là, ça donne une bonne approche et tout de... Ça se conçoit aussi que c'est chaud à expliquer parce que... Bah ouais, tu vois, typiquement, semaine prochaine, du coup, en théorie, si on parle de descente de gradient et de backpropagation, ça va être encore une autre affaire. On va le faire. Je pense que je ferai la partie entre guillemets théorique et en pratique, comment ça s'applique, je pense que je vous renverrai peut-être vers une vidéo, ce sera plus simple parce qu'ils auront des bons schémas animés aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions potentiellement? Non, j'ai pas de questions. C'est tout bon? Ouais, c'était très clair, merci à toi. Bah, merci à vous. On peut peut-être cut et je sais pas quel temps vous avez vous Ouais, après. je cut.